Yes. John, stop talking. Anything. Vincent, Jean-Pierre. Allez-y, les toutous. Allez bouffer l'américain. Ah là là, les gars, mieux vaut en rire qu'en pleurer. Hein. Salut à tous. Si on fait cette vidéo, c'est vraiment pour tous les abonnés. Parce qu'avec Naïm, on a voulu boycotter la Ligue 1, la LFP, le syndicat des arbitres et tout le monde médiatique qui va s'abattre sur notre Olympique de Marseille, Naïm. Comment il va, mon ami? Ah, c'est dur. Hein. Aujourd'hui, vraiment, il y a tout qui s'est mal passé hier. Tout ce qui pouvait mal se passer, ça s'est mal passé, que ce soit notre inefficacité offensive, l'efficacité adverse, l'arbitrage, les conséquences qu'il va y avoir derrière avec ce qui a sûrement été la goutte d'eau pour Pablo Longoria qui a disjoncté. Vraiment, c'est soirée catastrophique hier. Ah, et pour démarrer quand même cette soirée, bien évidemment, Naïm, un 6e rouge cette saison. Un 6e rouge dans la saison. On est l'équipe qui possède la plus grande possession de balles de Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain. On est l'équipe qui réalisant le moins de fautes en Ligue 1. On est l'équipe la plus sanctionnée d'Europe sur le nombre de fautes réalisées versus le nombre de cartons rouges. Ouais, ce qu'il faut noter, c'est que sur ces 6 cartons rouges, il y en a 5 qui sont, en restant gentil, pas nets. Le seul qui est légitime sans discussion, c'est celui de Lirola contre Lille. Et encore, arrive un moment où on a eu tellement d'erreurs d'arbitrage dans le match que c'est ça, je pense, qui le fait dégoupiller et envoyer ce tacle-là. Mais tous les autres, ils sont au mieux un peu durs, comme celui de Mopé contre Angers, où je trouve que les deux jaunes, le premier jaune est vraiment très très sévère, et où il y avait rien sur le gardien, et pour aller jusqu'au scandaleux, le carton rouge de Balerdi pour moi à Lyon il est scandaleux, les 2 rouges de Cornelius, le pauvre Cornelius, vraiment c'est une dinguerie, les 2 rouges qu'il a pris, celui contre Nice c'était une honte, et celui-là. Cornelius, Naïm, pour avoir revu le match, Cornelius ce match il est assez tu m'as dit quelque chose de très très vrai et j'ai envie de le partager aussi ça avec nos auditeurs, avec tous ceux qui nous suivent et qui nous écoutent, les gars. Je sais qu'elle sera dure pour vous à suivre cette vidéo, vous avez intérêt de la suivre et de la liker parce que sinon on a tourné vraiment que pour vous j'ai failli dire une connerie, cette vidéo, mais bon, on va pas se faire avoir par nos émotions, Naïm. Mais tu me disais, ce match c'est le même match que contre Angers, sauf que Auxerre a eu la capacité à être clinique. Ouais, en fait, ce que je répète depuis plusieurs semaines, c'est qu'il faut s'attendre à ce que nos premières mi-temps soient dures et où on se crée très peu d'occasions parce que c'est ce que font tous nos adversaires, se mettre très bas, fermer les espaces. En plus, Auxerre a une des capacités athlétiques supérieures à celle d'Angers, donc est encore plus apte à fermer ces espaces-là. Mais en fait, tu peux te rendre compte que ton analyse du match, ben forcément, elle dépendra du résultat parce que dans le contenu, finalement, est-ce que la première mi-temps d'Angers est plus aboutie que celle d'Auxerre? C'est pas certain. Si Angers, sur sa demi-occasion, quand à un moment donné ils ont un contre, ils ouvrent le score, ils mènent 1-0, que derrière tu as un rouge qui n'est pas fondé et qui mettent un deuxième but en compte, ben, finalement tu as peut-être le même match. Si Lyon, qui n'est pas sorti sa surface pendant 45 minutes et qui a les occasions de 2-0 au Vélodrome, met le deuxième, ben, peut-être derrière tu pousses et tu prends le troisième et tu prends 3-0 et tu n'as pas la même analyse pour exactement le même contenu. Donc malheureusement, nos matchs vont toujours être conditionnés par notre efficacité offensive et défensive, c'est une réalité. Et là, ben, sur leur première occasion quasiment, ils marquent parce qu'on fait une grosse erreur aussi. Naïm, on va la mettre celle-là en image, les gars. Désolé, on n'a pas eu le temps de faire les montages, etc. Déjà, on la tourne la vidéo, c'est quelque chose de difficile pour nous parce qu'on se remémore quelque chose qui nous a vraiment fait souffrir hier parce qu'on savait qu'on allait s'attendre à un match difficile, mais on savait que l'arbitrage allait peut-être conditionner ce match-là. Alors là, il a fait quand même Coupe Championnat Ligue des Champions, Monsieur Stinat. On va dire que Stinat a encore frappé. Hein. C'est le titre. Mais on va revoir quand même, Naïm. On reste sur le sportif. Après, on ira sur l'extra-sportif parce que là, ça part totalement dans tous les sens ce matin. Et on le voit. Alors, Naïm, d'entrée, je fais sur pause. Hein, j'appuie sur pause. Kondogbia derrière. Bon, c'est son retour à Kondogbia, hein, on est d'accord. Il a été absent pendant plus de 2 mois dans cette défense à 3. Il n'a pas eu grand-chose à faire. Avant cette première opportunité, on est à la 33e minute de jeu, quasiment rien eu à faire. Auxerre ne s'était procuré aucune occasion, juste une incursion. Pareil avec ce duo à gauche, Naïm.
Putain, c'est dur ce couloir de la mort là. Ah, ils ont pas été bons. Pour le coup, Cornelius, je l'ai trouvé plutôt bon, voire très bon par moment en première mi-temps. Par contre, Kondogbia, Merlin, ouais, c'est ce qu'on cible depuis le début. Alors là, le fait que Merlin soit loin de Perrin au début, c'est pas forcément une erreur en soi. On sait qu'il est positionné haut, il peut pas se téléporter pour revenir. Par contre, le positionnement de Kondogbia est catastrophique. Il est complètement dos à Perrin. À aucun moment, il est de 3/4 prêt à commencer à intervenir. Enfin, c'est comme s'il était déconnecté du jeu. Même juste avant, parce qu'on ne l'a pas sur l'image, mais juste avant, la réalité, voilà, elle est là, l'image juste avant, il le regarde, il le voit, et je pense que derrière, Naïm, ce qu'il cherche à faire, c'est à le mettre hors jeu. D'accord? Donc, il s'arrête en se disant, je le mets hors jeu. Mais alors, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Donc, une immense course de Merlin, bien évidemment, pour venir essayer de contenir l'excellent Perrin, parce que moi je trouve que c'est un excellent milieu offensif, c'est un joueur formé à Lyon. Lyon, ils savent former les joueurs offensifs. Et là, on est sur du 1 contre Naïm. Et le positionnement de Kondogbia et de Merlin, sachant qu'ils sont 1, 2, 3, 4 pour 2 joueurs, c'est assez lunaire. Ouais, Kondogbia, il doit prendre l'info, il doit savoir qu'ils sont que 2 et qu'ils sont à 2 pour 1 derrière, que sa priorité, c'est de venir fermer à 2 avec Merlin. Si Kondogbia était venu resserrer, Merlin aurait pu totalement s'occuper de l'empêcher de déborder et Kondogbia de rentrer intérieur et l'action était terminée. Prise à 2 classique. Il n'y a même pas de joueur qui arrive, Naïm. Il n'y a pas de joueur qui arrive lancé, tu vois, où Kondogbia peut se dire qu'il ne veut pas venir faire une prise à 2 parce qu'il y a un joueur au Serrois qui arrive lancé, tu vois. Ouais, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que quand tu défends, comme fait Merlin là, il y a 2 solutions. Soit tu as peur que l'adversaire est beaucoup plus rapide que toi, beaucoup plus explosif, donc tu défends d'assez loin, ça lui laisse un peu de latitude, mais au moins il ne t'élimine pas. Soit tu prends le parti de venir très proche de lui pour l'empêcher d'avancer avec le risque de te faire éliminer. Là, Merlin, il est plutôt loin de Perrin, donc il doit jamais se faire prendre 2 mètres. C'est-à-dire qu'il a 1 mètre de Perrin, et finalement, à l'action d'après, Perrin lui a mis 1 mètre. Ouais, il lui a mis 1 mètre dans le pied, quoi. Voilà, là c'est catastrophique. Les deux ont été catastrophiques sur cette action. Tu vois que malgré toute la durée de la course de Perrin, du contrôle, de l'élimination, regarde, il n'y a toujours qu'un seul autre Serrois qui arrive dans la surface à l'autre bout du terrain, à l'autre bout. Il n'y a aucun danger. Il a peu d'angles, il met un but quand même extraordinaire, Perrin. Il ne faut pas lui enlever. Et c'est la différence avec Angers, par exemple. Hein, c'est que Angers, quand ils ont eu une situation à peu près semblable à 0-0, bah, le joueur adverse, il n'a pas mis une lucarne. Mais on a quand même permis ça, tu vois. C'est un peu comme les erreurs de Nadir contre Lyon et Strasbourg qui permettent à ces 2 équipes d'ouvrir le score sur leur première occasion. C'est comme l'erreur de Brassier contre Nice qui permet à Nice d'ouvrir le score sur sa première occasion. Donc voilà, c'est une combinaison d'efficacité offensive adverse, mais quand même aussi de grosses erreurs individuelles. Là, pour moi, c'est de l'erreur individuelle, même si elle est partagée par Kondogbia et Merlin. C'est encore une fois, c'est un ou 2 joueurs qui te tuent l'équipe parce que Auxerre n'a rien avant ça. Ouais, Auxerre n'a rien avant ça. Et c'est vrai qu'il y a une image qui m'a choqué. Je te le mets à l'écran et je vous le mets aussi à vous aussi à l'écran. Je voulais quand même y revenir parce que finalement, Merlin, dans le dispositif de Roberto De Zerbi, c'est le joueur le plus offensif. On le voit. Ça, c'est le positionnement à la 35e minute de jeu de l'OM. C'est-à-dire que Merlin, il a cette position par rapport à Luis Enrique de l'autre côté. Il est beaucoup plus haut. Oui, parce qu'en fait, tu as une concentration à droite du fait des montées de Murillo et qu'on voit que tu as Greenwood, Benasser qui apporte une touche technique, qui fait qu'il y a une concentration de petits jeux qui amène le bloc auxerrois à se concentrer de ce côté-là. Et du coup, ça libère totalement Merlin à l'opposé, qui a été touché quelquefois, pas assez rapidement. C'est là où on n'a pas été très bon. Je trouve qu'il y a des fois, on peut aller plus vite. Mais au final, est-ce que ça sert à quelque chose? Puisque quand il est touché, 9 fois sur 10, pour être gentil, il fait une passe en retrait ou au mieux latéral. Et il n'a pas l'explosivité, il n'a pas le duel, il n'a pas le 1 contre 1 pour aller faire mal, même s'il a une frappe hasardeuse, chanceuse qui tape le poteau, mais je pense que ce n'est pas volontaire ce qu'il cherche à faire. Qui d'ailleurs, si elle rentre, très certainement que le score du match est 3-0 dans l'autre sens. Hein. Tout le plan de jeu d'Auxerre. Il faut déverrouiller contre ces équipes-là. Tant que tu n'as pas déverrouillé, c'est. Exactement. Mais il y a une situation à un moment donné où ça y est, on a réussi le décalage, il a 1 mètre pour centrer et il ne centre pas. Et il revient en arrière. En fait, ce joueur, je ne veux pas m'acharner sur lui, hein, mais il nous fait vraiment trop mal parce que c'est lui qui a la situation à un moment donné de
de recevoir le ballon. Et j'espère vraiment que Didier sera bon. Il n'a pas fait une super entrée, mais j'ai vu qu'il s'était fait assassiner sur un site en disant qu'il avait fait moins bien que Merlin. Mais bon, Didier, quand il rentre, une minute après, Cornelius fait clusser. Donc bon, c'est le match. Et il y a une deuxième phase de jeu aussi où ça prête à confusion. Le coach marseillais a dit, pour lui, il y avait penalty sur Merlin. Parce qu'on se rappelle de cette occasion, hein, il peut y avoir penalty, contre-attaque, il marque Auxerre, but refusé pour hors-jeu. Derrière, il rentre dans la surface. On voit qu'il est quand même passé là sur cette occasion, parce qu'il est quand même dans les 8 derniers mètres. Hein. Il n'a plus qu'à frapper et c'est but hein, pour Merlin. Hein. On voit surtout qu'il est retenu, tu le vois au pli du maillot, mais en fait, vraiment, le fait que Merlin était passé, il est sur son gauche, plein axe, il a le but ouvert. La seule chose qui fait qu'il ne tire pas, c'est ce contact. Ouais, c'est qu'il est gêné. À un moment donné, alors oui, il peut y avoir la discussion de dire que c'est lui qui lui tape dedans, mais il est passé. Je veux dire, c'est pas comme s'il lui tapait dedans alors qu'il est devant lui. Là, Merlin est passé, il va tirer. Donc ce contact qui entraîne le penalty. Bon, l'arbitre a fait un compromis, j'imagine. Il s'est dit, il y avait 3 solutions. Hein, donner le 2-0 à Auxerre, revenir au penalty et faire un partout potentiellement, ou juste siffler le hors-jeu et rester à 1-0. Il a choisi la solution entre les deux en se disant que ça contenterait tout le monde. Ouais, probablement. Donc on se retrouve à la mi-temps mené 1-0. On aurait pu être mené du but à 0 ou avoir un penalty et revenir à un but partout. Ouais, le 2-0, ça aurait été un scandale absolu quand même, par contre. Ouais, bien sûr. On n'a pas pléthore d'opportunités. Il y a un autre, il y a un point que je voulais te montrer quand même, Naïm, mais c'est souvent la résultante quand on perd nos matchs. Les équipes en face sont beaucoup plus agressives, ce qui est normal aussi, ils n'ont pas le ballon. Hein, mais je nous ai trouvé, surtout quand on a commencé à concéder des premières occasions, et je ne nous ai pas trouvé méchants, tu vois, je ne nous ai pas trouvé durs dans l'agressivité, faire mal à la paire de balles, aller leur montrer qui est le patron. Je revois des images de Benasser où dans le contact, 2 ou 3 contacts, il se fait vraiment bouger. Tu vois ouais, on a parfois été un peu mou, tu as raison, mais après, pour moi, ces stats, elles sont quand même trop trompeuses parce que, en fait, comme eux, quand ils récupèrent le ballon, et particulièrement jusqu'au but, ils le dégagent de suite, bah, tu n'as pas l'opportunité de gagner un duel. Ouais. La réalité, elle est là, c'est qu'eux, ils sont 10 derrière, donc forcément, à un moment donné, quand tu auras ton attaque, ils vont récupérer le ballon. Eux, dès qu'ils ont le ballon, ils le dégagent. Il y a 3 fois sur 4, le ballon arrive directement sur un Marseillais, voire plus. De temps en temps, il y a un duel aérien envers et Cornelius, où Cornelius en est quand même pas mal sorti, même si on a gagné à un moment donné en première mi-temps. Mais il n'y avait personne derrière, forcément, vu qu'il est tout seul devant, donc ça ne menait à rien. Donc ça trompe un petit peu. Malgré tout, tu as raison dans le sens où on a été quand même parfois un peu tendre, mais c'est ce que je dis aussi, il faut aussi un peu nuancer par le fait que c'est quand même, c'est dur de mettre de l'agressivité quand il y a le ballon, en fait. C'est quand il y a le ballon, ils n'essayent même pas de le sortir, en fait, pendant 30 minutes. Et le coach l'a dit, il sait qu'on n'a pas fait un grand match, parce que toi et moi, on l'a vu et on l'a dit, il y a des joueurs qui ont été très moyens. Je pense à Adrien Rabiot, qui n'a pas pesé, qui a même pas sonné non plus une révolte. J'ai trouvé Benasser, comme on l'a dit, en dedans. Ne pas faire entrer Rongier beaucoup plus tôt, peut-être dans cette partie-là. Peut-être qu'on peut se poser des questions, parce que Benasser était, je trouvais, vraiment moins percutant que ce qu'il a fait sur les premiers matchs. Après, en fait, le truc, c'est qu'il y a 0-0 quand il sort Benasser. Donc, il fait un changement offensif. Non, il y a un 0. Il y a un 0, pardon. Donc, il fait un changement offensif. Ça peut se comprendre. C'est dans ce sens-là. Je pense que si on menait au score, c'est Rongier clairement qui aurait remplacé Benasser, c'est clair. Peut-être même à 0-0. Même pareil, on a Naïm à 1-0, juste avant de prendre le carton rouge, on a 3 énormes opportunités. Ouais, en fait, c'est là où maintenant il faut qu'on parle vraiment du poids de l'arbitrage. Parce que, en fait, donc, la première mi-temps fermée comme d'habitude, et comme d'habitude, début de deuxième, ça y est, en face, ça commence quand même à être un peu moins lucide. Ils ont fait beaucoup d'efforts. C'est dur c'est toujours dur de revenir des vestiaires, de se remettre dessus dans le rythme. Et donc, ce qu'il faut noter, c'est qu'avant le carton rouge, en 5 minutes, on a 3 très, très grosses occasions. Donc, on a l'occasion de Guiri qui est très intéressante parce que pour une fois, il s'était projeté au cerf. Ils sont à 5 dans la surface sur un coup qui est très mal joué, bien défendu par Cornelius qui contre l'attaquant. Ouais. Donc, du coup, pour une fois, ils sont sortis. Et là, en 3 passes, il y a Benasser qui fait un appui sur Rabiot qui lance Guiri qui se retrouve tout seul devant le gardien. Il y a un extérieur qui passe à côté.
Là où je pense que s'il avait croché le gardien, c'était penalty. Ce qu'a bien fait l'attaquant auxerrois. Mais bon, première grosse occasion. 2 minutes plus tard, tu as le but refusé qui est magnifique dans la construction. Voilà, c'est magnifique. Ouais. En fait, ces matchs-là, tu les débloques par une action de classe. Et Greenwood, qui n'a pas fait un bon match, a eu quand même ce geste de génie à un moment donné, cette passe parfaite dans le bon tempo pour Luis Enrique. Voilà, ça se joue à peu. Et encore dans la foulée, encore quelques minutes plus tard, tu as ce bon ballon de Rabiot par-dessus pour Greenwood, où pareil, il lui manque, je pense qu'à quelques centimètres près, Greenwood, il arrive de la semelle à pousser le ballon devant Donovan Léon. Et là, c'est soit but, soit penalty. Donc voilà, tu es dans une phase ascendante, tu es dans la continuité de ce que tu fais depuis quelques semaines, c'est-à-dire une première mi-temps très difficile. On sentait qu'on allait égaliser. Moi, je sentais qu'on allait égaliser. Je me suis dit, tu as 3 énormes occasions en 5 minutes, c'est énorme dans des matchs fermés comme ça. Et donc, à l'exception de Saint-Etienne qui a essayé de jouer au foot, donc où on a débloqué le match, et en plus, on a débloqué le match quand même sur un exploit individuel, mais où il y a eu des espaces plus rapidement, même contre Saint-Etienne, au final, tu vois, tu as 15-0 à la mi-temps. Et c'est la deuxième mi-temps où tu les fais exploser. Tu marques 3 buts contre Lyon en deuxième mi-temps. Tu as énormément de situations contre Strasbourg en deuxième. Donc, nos matchs, ce sera toujours comme ça. C'est en deuxième mi-temps que ça se joue. On était sur 3 grosses occasions en quelques minutes. C'était l'heure de jeu. Donc, il reste une demi-heure. Donc, ce carton rouge, il change absolument tout. Et on peut me la tourner comme on veut qu'il finit sur le joueur. Au moment de son intervention, il n'y a aucun risque. Il est loin du joueur. Il intervient proprement. Le commentateur à vitesse réelle en direct, il dit oh bien joué quand même. Parce que c'était un sacré contre. Il y avait un 3 contre 1 quasiment à jouer. Et c'est parfaitement défendu. Il prend parfaitement le ballon. Regarde, le joueur est loin de lui au moment où il le prend. Et moi, encore une fois, je prends l'exemple de ce que je vois ailleurs des équipes où pour qui la pièce bizarrement on tombe toujours du bon côté. Tu as eu Monaco-Lille dans l'après-midi. À un moment donné, tu as un tacle appuyé dans la surface de Benjamin André qui prend le ballon en premier et qui ensuite enlève tout. Mais il n'y a pas eu de penalty. Et je le comprends totalement. Du coup, il y a Songo contre Donnarumma aussi. Celui-là. Et il saute par-dessus. Il peut lui mettre un carton rouge vu l'agression qu'il y a eu au visage sur Donnarumma. Donc, encore une fois, tu m'as donné un exemple que moi je trouve quand même très, très, très convaincant. Le cas du gardien. Pour moi, un gardien il y a un long ballon, il prend le ballon, il intervient, il a le ballon dans les mains, il n'y a aucun joueur autour, et à la fin de son mouvement, il met le genou dans la côte de l'attaquant. Est-ce qu'il y a un penalty là-dessus? Est-ce qu'on a déjà vu un penalty sur une action comme ça? Non, c'est vrai. Jamais. Donc, ce carton rouge, il est irréel. Il est réel. Et on en revient aux origines de tout ça. C'est la nomination de cet arbitre. C'était un scandale absolu parce que quoi qu'il arrivait, il y aurait un problème. Auxerre s'est plaint qu'on se plaigne. Mais comment tu mets cet arbitre qui, vidéo à l'appui, c'est rare quand même. C'est rare qu'on ait la vidéo pour montrer que l'arbitre n'a pas été impartial dans une situation. Et c'est ce qui s'est passé contre Lille. Donc, du moment que tu mets cet arbitre-là, et maintenant je vois le syndicat qui a le culot de se plaindre alors que l'ordre de base, c'est de l'avoir nommé, cet arbitre. Là, c'est du lourd, Naïm. Là, c'est du lourd. Je te le mets parce que c'est en direct. Tu as le communiqué de presse du syndicat des arbitres. On va le mettre, je pense que vous le voyez ici. Non, monsieur Longoria, les arbitres ne sont pas corrompus. Alors, la sortie de Longoria, Naïm, je pense que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il a parlé de corruption. Il a été dur dans ses propos. On sent un président quand même qui est touché et qui crie au complot depuis plusieurs semaines et que semaine après semaine, malheureusement, les décisions ne vont pas en faveur de l'Olympique de Marseille par rapport à d'autres clubs qui sont arbitrés. Et là, vraiment, ils ont saisi le comité national d'éthique par rapport aux propos de Longoria. On parlerait d'un dépôt de plainte pour diffamation. Et donc, bon, là, les propos sont assez chauds, sont assez durs. Ça a été relayé un peu de partout. Est-ce que tu trouves, toi, que la réaction de Pablo Longoria, est-ce qu'elle n'est pas disproportionnée par rapport au match, par rapport aux faits, par rapport au contenu? Il y a deux analyses à faire. En se mettant du côté humain. Tu te mets du côté humain de Pablo Longoria, tu te dis, le mec travaille 15 heures par jour, il t'a ramené que des gros joueurs, il fait tout pour que l'équipe fonctionne et chaque semaine, il y a un problème d'arbitrage, ça l'a fait disjoncter. Donc ça, le côté humain, mais je le comprends largement. Ça reste des humains. Hein. Voilà. Et maintenant,
la réalité des choses, c'est que ça va juste nous fracasser un peu plus. Après, tu sais, on avait fait une vidéo après le match d'Angers à l'aller, donc qui était consécutif aux propos de Mehdi Benassia contre Lyon, et où donc Mopé s'était fait expulser pour moi de manière scandaleuse. Dans ce même match, Ulysse Garcia avait pris un tacle au genou où l'arbitre avait mis un jaune avant que la VAR dise bon, là, peut-être pas déconner, on va quand même mettre rouge. Mais et après ce match-là, j'avais dit, en fait, les arbitres ont montré quoi à travers ce match-là? Ils ont montré que vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est nous qui décidons à la fin. Et en fait, ça a fait que se propager tout. Ouais, mais tu peux le dire, tu peux le voir comme ça, mais la réalité des choses, maintenant, chacun va avoir son opinion de dire il faut se battre quoi qu'il arrive contre les injustices jusqu'au bout, ou dire de toute façon, c'est eux qui auront le dernier mot, ils sont plus forts que nous, ils vont continuer. S'ils ont envie, ils continuent à nous voler jusqu'à la fin de l'année. Donc voilà, maintenant, chacun se positionne où il veut, mais je pense que malheureusement, Longoria, je comprends qu'il ait réagi comme ça, mais malheureusement, ça va juste se faire qu'il va se faire suspendre lui aussi, quoi. Ce qui est rare de Roberto De Zerbi, tu vois, il ne parle pas souvent des arbitres. Mais là, hier, il a dit « Je suis italien et quand je quitterai l'OM, je ne serai plus entraîneur en France. » C'est un problème dans le championnat français. Lui aussi, il estime que est-ce que c'est propre au championnat français, le mauvais arbitrage? Je sais pas, moi je suis un peu perdu sur ce match-là parce que… je vais te dire un truc. Je vais te donner un exemple concret, je pense, qui peut illustrer ce qui se passe et le problème. Il y a 3 entraîneurs réputés qui sont arrivés à l'OM, en tout cas des entraîneurs étrangers qui ont été très bons à l'OM. Et l'une des premières choses qu'ils ont dit en arrivant, c'est moi l'arbitrage, ça ne m'intéresse pas de parler de l'arbitrage. C'est Bielsa, Tudor et De Zerbi. C'est bon, m'en fous, on ne parle pas de l'arbitrage. Et peut-être même que Gattuso aussi, il avait dit un truc dans le genre. Et au bout de quelques temps, tous, ils se retrouvent quasiment toutes les semaines à devoir parler de ça. Tudor avait même dit au début, non mais moi je m'en fous, je trouve que les arbitres français ils sont bons. Et au bout d'un moment, il y a un journaliste qui lui avait dit après plusieurs problèmes, il dit, vous avez toujours le même point de vue. Et avec un peu un sourire, je crois qu'il avait répondu un truc du genre, ouais, il avait botté en touche. Tout ça pour te dire que ces entraîneurs étrangers qui arrivent avec de très bonnes intentions, qui ne veulent pas parler d'arbitrage, à la fin, ils pètent les plombs. Donc, c'est qu'il y a forcément un problème dans l'arbitrage en France. Là, on parle d'entraîneurs qui commencent leur année en disant, je ne veux pas parler d'arbitrage. Ouais, il y a un problème. Alors, malheureusement, tu vois, il y a des années avec, des années sans. On dit souvent que les erreurs s'équilibrent sur une saison. La phrase la plus fausse du monde. J'avoue que c'est un peu, ça veut strictement rien dire. Moi, j'ai toujours ce souvenir de Frédéric Thiriez qui venait s'excuser à Nasser El Khelaïfi à l'époque en disant sorry for this terrible mistake. Arbitrage, avec un anglais incroyable. Et aujourd'hui, ce fameux Frédéric Thiriez, qui est nouveau président du Conseil national de l'éthique, qui nous sort, je vais quand même le mettre, parce que plus c'est gros, plus ça passe, Naïm, malheureusement, et qui nous pond ce message. Ça suffit, l'image du football professionnel suffisamment écordée comme ça. Il annonce également saisir la commission de discipline de la Ligue. Alors là, Naïm, je pense qu'on est parti. Alors, ça a éclipsé tout le match. Ça a éclipsé tout le contenu du match. Là, je pense, entre ce qui s'est passé cette semaine avec les droits TV, avec ce qui est sorti sur complément d'enquête, avec la Ligue 1 qui est au bord de l'implosion, parce que ce qui est en train de se passer, là, ça dépasse même pas la rivalité l'OM, Lyon ou autre. Là, on se retrouve dans une situation où la Ligue 1 risque de connaître des heures un peu sombres, parce que si financièrement, tu n'as plus les moyens, ça risque d'être un peu compliqué pour pas mal de clubs. Mais il y a un gros problème. Et je pense qu'on va se faire massacrer. Là, déjà qu'on s'est fait douiller, est-ce qu'on peut avoir… c'est ce que j'allais te dire. Est-ce que quelque part, on peut avoir peur? De toute façon, ce truc de ça s'équilibre, c'est absolument faux. Lille a bénéficié d'énormément de situations favorables cette année, nous défavorables. Aujourd'hui, on a 5 points de Lille avec un arbitrage cohérent. On aurait 10 ou 12 points d'avance sur eux. Donc non, ça ne s'équilibre pas. Est-ce qu'ils peuvent faire pire que ce qu'ils nous ont déjà fait? Peut-être, mais bon… J'ai envie de te dire, oui, en tout cas, c'est clair que Longoria n'aurait pas dû réagir comme ça parce que ça ne nous apportera rien de positif, même si je le comprends humainement, parce que trop, c'est trop. Je veux dire, au bout d'un moment, tu sais, il n'y a rien de pire que l'injustice dans la vie. Vraiment, quand tu essayes de faire ton travail correctement
et que tu te confrontes à des injustices, c'est terrible. La pièce tombe jamais du bon côté quand c'est des situations grises, et quand même quand c'est des situations blanches, ben ça tombe quand même du mauvais côté. Donc c'est dur. Attention que ce match nous fasse pas très très mal pour la suite, parce que le match de Nantes qui arrive, c'est exactement la même chose qui nous attend. Nantes va se mettre bloc bas. Ils ont des joueurs de talent avec Ablin et Simon qui sont capables de faire des différences et de mettre des buts, comme l'a mis Gaëtan Perrin. Donc tous les matchs quasiment jusqu'à la fin de la saison, à part Paris et Monaco, vont être dans ce style-là, et tout va se jouer à notre efficacité défensive et offensive, parce qu'au final, tu te rends compte que l'analyse du match, elle ne se résume qu'à ça, que le match d'Angers aurait pu finir à 2-0 pour Angers s'ils marquent sur leurs 2 seules occasions. Le match d'hier aurait pu finir à 3-0 pour nous si le poteau était rentrant sur le tir de Merlin. Donc avec cette configuration-là, avec ces équipes qui défendent et qui jouent le contre, et nous qui devons être à 100% à chaque match, parce que dès qu'il y a 80%, c'est plus compliqué. Il faut s'attendre à une fin de saison très difficile, et je peux vous dire que les 5 points qu'on a sur Lille sont très fragiles. Et donc il va falloir qu'on soit très très bon pour réussir à aller au-delà des plans de jeu adverses, de l'arbitrage et de nos propres carences parfois dans la création du jeu et dans la défense. Écoutez, sur ces belles paroles, Naïm, c'est déjà 26 minutes qui ont été une souffrance pour nous. N'hésitez pas, comme d'hab, les gars, à nous donner de la force, parce que normalement, on ne la fait pas, cette vidéo-là. Pas parce que la défaite, c'est pas tant la défaite, parce que ça arrive de perdre des matchs. Je vois le Real Madrid, les affaires après les défaites. Ouais, voilà, je vois le Real Madrid, je vois le Barça, je vois le Manchester, je vois tous ces clubs-là aussi qui perdent des matchs contre des petites équipes. Ça arrive dans une saison. Là, ce qui est dur, c'est qu'on se fait la double confrontation contre Auxerre, et on s'est fait laminer à l'aller et au retour. Mais ça fait partie d'une saison. Comme toi, tu as laminé Lyon à l'aller au retour. Ça arrive de perdre des matchs, mais ce qui est encore une fois très difficile, c'est de les perdre avec cette manière-là. Et malheureusement pour nous, rendez-vous, Naïm, de façon dimanche, et on verra. J'aimerais bien qu'on arrête de parler de l'arbitrage, parce que de toute façon, ça y est, c'est dit, c'est fait. Mais le président en parle, le directeur sportif en parle, ils vont tous se faire sanctionner, ils vont se prendre 10 matchs chacun. L'autre, il s'est pris 6 mois, l'autre, il va se prendre 6 mois, là, Pablo Longoria, probablement. Voilà, trop, c'est trop. Et malheureusement, Naïm, je pense qu'on ne pourra pas faire grand-chose là-dessus. Restons sur le foot, restons sur le terrain. Et bon courage à tous pour cette semaine qui s'annonce assez longue et difficile à encaisser, parce que vous allez entendre parler de l'OM et de l'arbitrage toute la semaine. Naïm, on se quitte sur ce constat difficile, en espérant une belle victoire au Vélodrome dimanche soir à 20h45, un stade plein, et pour relancer la machine, Naïm. Ouais, et que restons-nous soudés. On a tout contre nous, donc les supporters, les joueurs, le staff, restons au moins nous soudés entre nous. Ouais, c'est sur ces belles paroles, les gars. Passez un beau week-end, et surtout, allez l'OM. Et surtout, Stinar. Allez, bonne journée à tous, les gars. Là, il ne peut plus parler, le pauvre. J'avoue qu'on y croyait, mais je ne croyais pas que ça allait à tourner comme ça.